Toutes les familles ont des secrets, plus ou moins lourds. Même dans l'ordinaire d'un dossier, l'extraordinaire peut surgir n'importe où. Fille de Georgette Edmond, incroyable. Elle avait bien une fille. Mon métier consiste à retrouver la famille d'une personne qui est décédée. Non mais on peut pas faire un pas devant l'autre en fait. On n'est pas là uniquement pour transmettre des biens, on contribue à une réparation. J'y crois même pas, je réalise même pas. C'est énorme pour moi. Je vous remercie. En fait, on peut véritablement changer la vie des gens. On est sur un actif de succession aux alentours d'1 million. On est des familles ouvrières, je dirais. D'un seul coup, savoir qu'il y a autant d'argent. On mélange la petite histoire avec la grande histoire. Nélis a été arrêtée par les SS à Athènes et déportée à Bergen-Belsen. Ça donne la chair de poule. C'est terrible comme histoire. Et quelle branche de la famille est ici? C'est le roi Lan. Je ressens une inquiétude parce que quand même on s'approche de la frontière de pays qui sont en guerre. C'est un véritable coup de tonnerre dans le dossier. Qui est sur la photo là? C'est votre demi-sœur, Jocelyne. J'ai une sœur? Comment est-ce que je pourrais vous remercier? C'est un peu ça qui est fou avec le métier de généalogiste, c'est d'avoir des histoires aussi extraordinaires. Aventurier de l'extrême. Il fait extrêmement froid. Il y a des dossiers qui marquent plus que d'autres. Celui-là, oui, je m'en souviendrai probablement toute ma vie. Ce qui fait tout le charme du métier, c'est que on ne peut absolument jamais savoir où il va nous mener. À Paris, s'ouvre désormais le dernier acte de la succession de Christiane. Dans l'épisode précédent... Oula, ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. Ok. Clémence découvrait l'appartement de la défunte qui laisse un héritage de près d'1 million d'euros. Moi, je pense que c'est notre défunte, c'est Christiane. Derrière cet apparent désordre... C'est très chargé, il y a beaucoup de choses. Se cachait en réalité un trésor. Alors on a découvert un louis d'or. Ce sont des diamants taille ancienne. On a des boîtes en or. Ah, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas trouvé les lingots, hein. Pas encore. Lors de sa visite, le commissaire-priseur a identifié 350 lots, estimés à environ 100 000 euros. Quand on pense que tout ça était dans 35 mètres carrés. Tous ces objets vont être vendus aux enchères dans quelques heures, dans la mythique salle des ventes de Drouot. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous avez fait bon voyage? Ça va. On propose du coup aux héritiers de Christiane de venir à Paris pour assister à cette vente. Et il y a une des petites cousines de Christiane qui répond présente. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle s'appelle Christiane également. J'ai récupéré les photos. Voilà. Il y a des vieilles photos. Je ne sais pas si ça vous... Là, c'est elle, hein? Ah oui. Son visage, ça me rappelle les traits de certaines personnes dans la famille. Personne s'y attendait parce que, bon, on n'est pas des gens aisés, on est des familles ouvrières, je dirais. Et puis, d'un seul coup, savoir qu'il y a autant d'argent, tout compte fait, et qu'on ne connaissait pas les gens. On aurait aimé les connaître, pas pour leur argent, justement. Je vous propose qu'on aille voir l'exposition maintenant. Pour voir. Ah bah oui. Et donc voilà. Incroyable. Tout ce qu'il y a, c'est... Elle est extrêmement surprise de voir la richesse de cette collection. Elle est assez honorée et contente de ce qui a été fait de cette collection de Christiane. Bonjour madame, enchanté de vous rencontrer. Je n'en reviens pas que tout ça était dans ce petit appartement. C'était incroyable, c'est une vraie chasse au trésor, il y a eu un tri énorme, puis il y avait des boîtes dans des boîtes et des boîtes et des boîtes, où on a découvert plein de choses. Moi, j'ai 2000 chouettes et hiboux. Et mon mari, c'est les timbres, lui. Et ma fille, je sais plus, elle collectionne. Tout le monde a un peu le goût de la collection dans la famille. Si tout n'est pas vendu, c'est représenté un peu plus tard. Mais tout sera vendu. Tant mieux, alors. Alors avant une vente, on est toujours stressé.
Les estimations qui avaient été données étaient sur une fourchette basse de 100 000 euros, une fourchette haute de 150 000 euros. On espère faire un peu mieux. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vente assez particulière parce que nous dispersons principalement la succession de Christiane, dont nous avons une des héritières présente ici aujourd'hui. Et bon, on va débuter donc par le lot numéro 1. C'est un mélange entre excitation et angoisse, savoir est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va être un réel flop. Et bon, on va débuter à 100, 50, 200. La vente commence par la vente des bijoux. 250, 250, 380, 390. 50, 900, 900. Et là, il y a un engouement de la salle sur les lots. 50. 50. 1000. 1000. Sans peur de rire. Le numéro 100. Les gens s'arrachent un peu les enchères. C'est ça que je veux. Oui, c'est vous. Adjugé 1000. Il y a de l'animation, c'est une belle vente. Adjugé 4500, merci. Il faudrait qu'il monte comme ça partout, ça serait bien. On débute les enchères à 300. Je trouve que c'est un bel hommage qu'on fait aujourd'hui à Christiane, d'avoir sa vente de collection à Drouot, où elle a passé tant de temps à accumuler, à acheter tous ces objets. Et puis j'espère qu'elle sera fière. J'adjuge pour 2200. Adjugé 2200. Alors, Nous avons pour cette boîte qui est à l'origine On attend particulièrement la vente des boîtes en or qu'on a retrouvées. On espère que la salle réponde aussi bien que sur les lots précédents. on a pu aller aux archives de l'hôtel et on a retrouvé le catalogue de cette vente. La première boîte pour laquelle on avait fait toutes les recherches aux archives. À 3880. Non. Adjugé 3880. Bravo. Par un prix qui est bien, mais qui est pas non plus, ça monte pas aussi haut qu'on on aurait pu l'espérer. C'est signé Cartier Paris. Elle pèse 140 grammes, et nous commençons à 2. Et la surprise vient lors de la vente de la seconde boîte. 3800, 4500. L'enchère est ici. Plus par vous, Pascal, à 4500. Jusqu'à un point où on n'attendait pas non plus ce prix pour la boîte. 5300, c'est ici. 5450. 5450, j'adjuge. Sans regret. Adjugé 5450, bravo. La vente aux enchères des biens de Christiane aura rapporté près de 200 000 euros. Sur un héritage de plus d'1 million, chacun des 5 héritiers touchera environ 40 000 euros après déduction des droits de succession et de la rémunération des généalogistes. Pour son prochain dossier, la généalogiste s'apprête à plonger dans un univers bien plus sombre. Ça appelle chez nous d'aller chercher des ressources parfois qu'on n'aurait pas imaginé aller chercher pour traiter ce dossier. Clémence est convoquée dans le 15e arrondissement pour découvrir une histoire glaçante. J'ai rendez-vous ce matin avec une commissaire de police qui souhaite nous confier un dossier. C'est une première pour moi, donc je suis assez curieuse de voir ce que va donner ce rendez-vous. Je me demande un peu dans quoi on va s'embarquer. Bonjour commissaire. Bonjour madame. Clémence Gérard de l'étude ADD. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bon, j'imagine que vous n'avez pas trop l'habitude de travailler avec la police. On a été appelé pour une dame qui a été retrouvée décédée chez elle dans un état de décomposition extrême. D'accord. Puisque c'était tellement extrême qu'elle était à l'état de squelette. Ce qui est absolument rarissime. Hein. Ça arrive qu'on ait des personnes qui sont en état de décomposition parce qu'elles sont isolées. Mais là, à ce point, c'est quand même très très rare. Voilà, des décès à domicile, on en a eu, mais pas de ce niveau-là en fait. Donc là, notre but, c'est d'identifier cette personne. Et comme vous pouvez vous en douter, identifier un squelette, c'est pas évident. Nous, d'habitude, on fait des analyses des empreintes digitales. Donc ça, c'est pas possible. Okay. La dernière technique, c'est l'analyse ADN. Donc l'ADN qu'on va prendre sur le squelette et l'ADN d'un proche. Le souci dans ce dossier, c'est qu'on n'a aucune famille. On a besoin que vous nous aidiez à retrouver quelqu'un qui est relié à cette dame de près ou de loin.
En fait, ce travail de recherche de famille, au-delà d'un certain degré, parce qu'on retrouver des frères et sœurs, des enfants, ça c'est dans leur corde, parce qu'en fait, ils ont accès à une base de données qui leur permettent de le faire. Mais rechercher des héritiers à des degrés plus éloignés, c'est un travail très spécifique. Et en fait, c'est un travail de généalogiste successoral, c'est notre travail. Donc la personne qui occupait l'appartement, elle est née en 1931, qui s'appelait Yvette. Notre travail, ça va être de retrouver les membres de la famille d'Yvette pour pouvoir faire un test ADN et finalement l'identifier formellement pour qu'elle retrouve en fait son identité en tant qu'Yvette. Et est-ce qu'on peut se rendre à l'appartement pour essayer de trouver peut-être des éléments des papiers de famille ou quelque chose, ou ça semble compliqué L'appartement était dans un état assez insalubre hein, quand les policiers sont intervenus. D'accord. Le squelette a été découvert il y a déjà plusieurs mois, dans ce grand immeuble, à quelques mètres du commissariat. La commissaire nous remet les clés de l'appartement. Et donc je décide de m'y rendre parce que la police a sa façon de mener ses enquêtes, c'est-à-dire qu'ils vont chercher certains éléments. Et nous, en tant que généalogiste successorale, on va s'attacher à d'autres documents pour pouvoir en fait retrouver les héritiers. Bonjour monsieur, Clément Gérard, étude ADD, généalogiste. Elle avait jamais de visite, cette dame? À ma connaissance, non. Donc voilà, c'est là. C'est ici, ok. Bon bah très bien. J'ai vu le balcon, je ne peux pas voir l'intérieur. Clémence a été mise en garde par la commissaire. L'appartement serait dans un état de délabrement extrême. Bon courage. Ouais, souhaitez-nous bon courage. Au revoir. Comme je ne sais pas sur quoi je vais tomber, je préfère prendre mes précautions et effectivement, je m'équipe. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. J'arrive même pas à ouvrir la porte en entier. Parce qu'il y a des plumes de pigeons partout. J'ai l'impression que... alors là, oh là là, ok. Je sais pas si... Non mais on peut pas faire un pas devant l'autre en fait. Il y en a partout, 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 partout. Mon Dieu. L'appartement est dans un état horrible. C'est oppressant, parce qu'il y a quand même des pigeons qui volent dans l'appartement, ça sent pas bon. Vraiment, enfin, c'est devenu un nid de pigeons géant. C'est une expérience un peu particulière. J'aurais dû mettre des bottes. En fait, les mocassins, c'était pas une très très bonne idée. Ça monte pas tout à fait assez haut pour pas avoir l'impression d'avoir des trucs qui rentrent dans les godasses. Hein. En fait, ça va être super compliqué parce qu'il va falloir qu'on retrouve quand même les documents. Il y a des photos, là, il y a des cartes postales. Je sais pas si j'arrive à attraper. Je me concentre sur le salon. Je n'ai rien d'écrit. Il y a quelques buffets, donc un secrétaire. Bon, ça, c'est des trucs médicaux, donc ça ne va pas nous apporter grand-chose. Cette femme, pour le moment, c'est un mystère, quoi. On ne connaît rien d'elle. On entend les pigeons qui roucoulent. Je me souviens. Là, c'est elle, je pense. Carnet de change, 15 juillet 69, Yvette. C'est bien elle. Donc sa photo, ça correspond au portrait qu'on a ici. Voilà, c'est Yvette. Elle était extrêmement belle. On retrouve son passeport. Il est vintage celui-là. Île Maurice, Haïti, Espagne, ici les États-Unis. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Yvette pour arriver à vivre dans ces conditions. Je vais rester 2 heures à peu près dans l'appartement à essayer de trouver des éléments. Ah, il y a un faire-part de décès d'un membre de sa famille, Sébastien. À la toute fin, je retrouve enfin quelque chose qui peut nous intéresser. Ah, c'était la fille de Sébastien. C'est son père, en fait. Je viens de trouver une fiche individuelle d'état civil. Et donc, en fait, le faire-part de décès que j'ai trouvé, c'était Sébastien, c'était le père d'Yvette. Incroyable d'avoir pu trouver ça au milieu de tout. Mon Dieu. Quand je sors de la visite de cet appartement, où je me dis qu'il y a une certaine urgence à agir, parce qu'en fait, tant qu'Yvette n'est pas identifiée, on ne peut pas régler sa succession. – 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
sont bien ceux d'Yvette. Pour cela, la généalogiste va rapidement devoir retrouver des héritiers et les convaincre de réaliser un test ADN. Faire preuve de conviction, multiplier les pistes et enquêter sans relâche, parfois à des milliers de kilomètres, c'est la mission du généalogiste successoral, avec en ligne de mire l'espoir de retrouver des héritiers vivants. À Paris, au siège d'ADD et Associés, les efforts de David Mouhoubi ont payé. Dans l'épisode précédent, le généalogiste se rendait à la maison de retraite en quête des héritiers de Maria, une femme d'origine ukrainienne, décédée centenaire. C'est la photo de ses 100 ans. D'accord, donc avec sa famille... Voilà, donc là on a Maria, Eugénia. En plus de sa sœur Eugénia, également décédée en France, il a découvert l'existence d'une autre sœur de la défunte. Maria, elle avait eu 2 sœurs. 2 sœurs? Oui, donc Eugénia et une autre qui est décédée en Pologne. Avec l'aide d'une correspondante en Ukraine, David a découvert que l'autre sœur de Maria s'appelait Katerina. Elle est décédée il y a plusieurs années, mais il lui a retrouvé 6 enfants et petits-enfants. Il compte sur eux pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres héritiers. Il faut parler à ces héritiers ukrainiens. Ils ont peut-être des éléments, sans le savoir, qui pourraient m'aider à conclure ce dossier. On est à 16 km. On est à 16 km. Avec Natalia, sa collègue d'origine polonaise, ils entreprennent alors un voyage à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour rencontrer l'une de ses héritières. Elle porte le même prénom que la défunte, Maria. Vu que l'Ukraine est en guerre, les hommes qui ont moins de 60 ans, ils ne peuvent pas quitter le pays. Donc Maria est la seule qui peut sortir librement et qui peut nous rencontrer pour raconter l'histoire de sa famille. La police partout. Après 2 heures de route, les généalogistes s'approchent du poste frontière. Je ressens une inquiétude parce que quand même on s'approche de la frontière de pays qui sont en guerre. Ça met une ambiance très particulière. On ne se sent pas très à l'aise avec David. Elle est là-bas, non? Ouais. Allez, on y va. Dzień dobry, dobry wieczór. Bonjour Maria. Dziękujemy, że pani Merci d'être przyjechała. venue. Dziękujemy. Merci. Dziękujemy. Że pani do nas dotarła. Enchanté, on se voit enfin. Koniecznie się widzimy. Je suis très très reconnaissante. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui et d'apprendre que j'avais de la famille en France. Nous sommes heureux que vous soyez là. C'est la petite fille de Katarina, donc elle peut nous donner pas mal d'informations sur la vie de sa grand-mère et de Maria. Les sœurs Eugénia et Maria étaient en contact avec votre grand-mère Katarina? Oui, un peu. Elle nous envoyait des colis, mais je ne sais pas de quelle sœur il s'agissait. Maria, c'est très peu de choses. On mesure la distance qui sépare les 2 branches d'une même famille. On a retrouvé des photos. Voici les 2 sœurs de votre grand-mère. Elles étaient inséparables à la maison de retraite. Oui. Sur cette photo, elle ressemble à ma grand-mère, Katarina. Et le sourire aussi. Elle est émue en voyant les photos. Ce qui m'émeut, c'est que ma grand-mère et ses sœurs ont été séparées. Et elles n'avaient pas la possibilité de se voir. C'est vraiment une histoire de l'émigration avec ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, mais en l'occurrence sans retour possible et sans échange possible. Vous avez des photos pour nous?
Oui, j'en ai une, mais elle est un peu floue, sur laquelle ma grand-mère ressemble à ses deux sœurs. Et sur la photo, c'est qui les autres personnes? C'est votre famille? C'est la famille du Canada. La famille de votre grand-mère, Katharina? Oui, c'est ça. Là, je sais que j'ai en tout cas une piste à explorer du côté canadien. Il y a des éléments qui peuvent apparaître, parfois par chance, bien sûr. Et c'est le cas pour cette photo. Alors, la famille au Canada. De retour d'Ukraine, le généalogiste recherche en ligne tout indice sur une présence possible d'une famille de Maria au Canada. On fait Alexander. Il s'intéresse notamment au père de la défunte, Alexander, disparu dans les années 30. Donc là, on a bien Olexa, donc qui est le diminutif de Alexander. L'âge correspond donc ukrainien, comme notre homme. Donc il a bien émigré au Canada. C'est toute une ouverture qui se fait, c'est-à-dire que j'ai un homme jeune qui débarque dans un nouveau monde. Donc ça veut dire qu'une autre famille est tout à fait probable et ça rebat toutes les cartes. Dans la quête des héritiers de Maria, un nouveau volet s'ouvre alors de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'il s'agisse de retrouver des personnes disparues à des milliers de kilomètres ou des proches perdus de vue depuis des années, les généalogistes doivent remonter le temps et s'immerger dans la vie des défunts. Quand une enquête démarre, on ne sait jamais où elle va nous emmener. C'est le mystère et parfois on peut avoir des découvertes assez impressionnantes et il faut souvent se méfier des apparences. Je m'appelle Anne-Laure Constant, je suis généalogiste, docteur en droit et cela fait 4 ans que je m'attelle à retrouver les héritiers inconnus. Bienvenue, je vous en prie, on va s'installer juste ici. Ce matin, la généalogiste a rendez-vous chez Maître Chadefaux, notaire parisienne, qui souhaite lui confier un nouveau dossier. J'ai très peu d'éléments à ce jour. Donc voilà, Arlette, elle était née le 8 septembre 1934. Née de Nessim et de Nelly, son épouse, selon la loi hébraïque. Visiblement de confession juive, donc effectivement sûrement un lourd héritage ou une lourde histoire familiale, tout à fait. Arlette est née avant-guerre, d'une famille d'origine juive, grecque. Donc effectivement, nous allons être amenés à voyager et à plonger dans l'histoire avec un grand H. Les informations que j'ai pu récolter, c'est qu'elle n'aurait pas eu d'enfant. Elle a été mariée, elle est décédée veuve. On sait aussi qu'elle avait donc sa résidence principale à Paris, il y a un appartement, et puis une résidence secondaire à Deauville. Voilà. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on aille à l'appartement. C'est parti. C'est un très beau dossier. Entre l'appartement à Paris et les comptes, on est effectivement sur un dossier qui dépasse le million. Dans le 17e arrondissement de Paris, Anne-Laure et la notaire sont attendues par Anne Aubert, généalogiste en charge des recherches. Bonjour. Et Maître Dumonteil, commissaire-priseur. Allez. Elles doivent inventorier l'appartement de la défunte, qui n'a pas été ouvert depuis son décès. Et voilà, l'appartement d'Arlette. Et partir en quête d'indices sur la vie d'Arlette. Ouais. Elle a dû beaucoup voyager parce que c'est une jolie petite vitrine, travail d'Indochine. On suppose que c'est elle. Le but de cette visite, c'est de trouver le plus d'informations possibles sur la défunte. C'était effectivement une belle femme. Des photos, des lettres, où peuvent apparaître des membres de la famille qui sont peut-être aujourd'hui encore vivants. Et c'est à nous de plonger dans ce passé. Je m'appelle Anne Aubert, je suis généalogiste chez ADD Associés depuis 10 ans. Et là, effectivement, il y a peut-être des papiers qui vont être intéressants. Tenez, c'est peut-être pour vous. On a une jolie photo, une petite fille. Bah, je me demande si c'est pas elle, finalement. Ça semblerait logique, puisque là, on est sur des documents de ses parents. Ce qui m'intrigue, c'est quand même la croix qu'elle a. Mais est-ce que c'était pour faire croire qu'ils n'étaient pas juifs, voilà. Vu la période. C'est une petite fille qui porte une croix. Donc, issue d'une famille juive, tout de suite, ça interpelle. Pour fuir les horreurs de l'époque, on peut imaginer une conversion.
Et on se demande qui est cette petite fille. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nelly Salonique, les Grecs, a été arrêtée le 25 mars 1944 par les SS à Athènes et déportée le 2 avril 1944 à Bergen-Belsen. Donc, avec la fille. Arlette et sa mère Nelly font partie des 60 000 détenus survivants du camp de Bergen-Belsen. Le fait de trouver ces papiers de déportation, c'est imaginer tout ce qui a pu être vécu par cette famille, et notamment par Arlette. Donc ça fait mal. C'est une carte de rapatriement, il y a la photo. Et donc ça, c'est celle de sa mère, Nelly. C'est marqué là, oui. C'est ça. Et là, c'est celle d'Arlette, ici. On peut voir si ça correspond avec peut-être la photo de la petite fille qu'on a. Et j'ai l'impression que c'est pas la même petite fille. Hein. C'est assez intriguant, oui. Si elles ont été déportées, d'autres membres de la famille ont été déportés. Et si toute la famille a été déportée, est-ce qu'on aura des gens vivants? Les généalogistes vont devoir se plonger dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire. L'enquête que mène Clémence est elle aussi lourde à gérer. Dans le dossier du squelette retrouvé dans l'appartement du 15e arrondissement de Paris, elle a enfin pu localiser les héritiers de la propriétaire de l'appartement, une prénommée Yvette. Il s'agit de cousins au 5e degré qui vivent dans la région de Nantes. Elle a rendez-vous avec eux pour leur demander de réaliser un test ADN afin de prouver que le squelette est bien celui de leur cousine. Il est vrai que dans notre vie, on est rarement soumis au fait de faire un test ADN. Ça renvoie plutôt au milieu judiciaire, enfin criminel. C'est des moyens qui peuvent faire peur. Bonjour monsieur. Bonjour Gérard. J'espère vraiment qu'ils vont accepter de faire les tests ADN. La défunte a été retrouvée chez elle dans un état de décomposition avancée. C'est un cas exceptionnel, vraiment, il n'y a plus d'empreinte digitale, enfin, vraiment aucun moyen de l'identifier. Et c'est pour ça que le commissariat du 15e arrondissement s'est rapproché de nous pour retrouver des héritiers et donc pour faire un test ADN pour pouvoir l'identifier formellement. Au début du rendez-vous, ils sont assez silencieux, un peu perplexes. On voit qu'ils écoutent ce que je leur dis. C'est vrai que ça peut être un peu choquant, mais le but, c'est de les rassurer aussi. Alors, je vais vous montrer sur le tableau. Du coup, je vais leur parler d'Yvette au travers des éléments que j'ai pu retrouver lors de la visite à l'appartement pour redonner une figure humaine à Yvette. Donc, en fait, on a ici Yvette. La mère d'Yvette, Marie, était la sœur de votre grand-père Jean. D'accord. On découvre beaucoup de choses. Hein. Enfin, moi, personnellement, je découvre beaucoup de choses. Et... On a retrouvé en fait des photos d'elle. Oui, elle est assez jeune, hein, oui, sur, là, elle était. À 30 ans, là, peut-être. Elle allait au bal un peu des débutantes, quoi. Ouais, c'était une belle femme. Hein. Oui. Oui. Oui, surtout quand on voit cette photo-là, là, ça fait un peu mannequin. Et vous allez voir, on a pu avoir accès à l'appartement. Malheureusement, Yvette avait un syndrome de Diogène et donc l'appartement est dans un état un petit peu chargé. D'accord, oui. C'est d'autant plus triste oui. à la fin, dans les conditions dans lesquelles elle vivait. Ben, on découvre quand même une femme ravissante, la jeune sur les photos, et puis il y a un destin quand même assez difficile après. Hein, c'est une surprise. Oui, ça fait bizarre. Vous avez dit un peu, mais à ce moment-là, c'est quand même. Quand on voit les photos, c'est même marquant. impressionnant, là. Hein. C'est plus marquant. Ouais. C'est fou, hein, quand même. Et une image que j'ai d'elle, c'était au décès de mon père. C'est moi qui lui ai ouvert la porte, et je la vois très bien devant la porte à l'époque. Mais c'est ça m'avait marqué, je me souviens. Mais j'avais 12 ans, donc voyez-vous, ça remonte aussi. Hein. On va faire, si vous en êtes d'accord, faire réaliser un test ADN pour comparer. D'accord. Je suis tout à fait disposé. Oui. Bon. Les héritiers acceptent de faire le test ADN. C'est un réel soulagement pour moi.
Mais il y a quand même une angoisse sur le fait qu'on ne puisse pas l'identifier formellement, parce que les héritiers qu'on a retrouvés sont quand même à un degré assez éloigné. Yvette laisse derrière elle un patrimoine d'environ 300 000 €. Si les tests ADN ne correspondent pas, les héritiers ne toucheront pas d'héritage. Quant à Clémence, elle risque d'avoir travaillé à perte. Car les généalogistes doivent retrouver au moins un héritier vivant pour espérer être rémunérés et clore la succession. Après des semaines de recherche, l'enquête pour retrouver les héritiers d'Arlette, la survivante de la Shoah qui laisse un héritage de plus d'1 million d'euros, a bien progressé. Du côté de la ligne paternelle, on retrouve très rapidement des héritiers aux États-Unis, des cousins germains qui connaissaient de loin l'existence de cette cousine en France, mais qui n'avaient pas de relation finalement avec elle. Mais par contre, du côté de la famille de Nelly, la mère de la défunte, pour l'instant, on a plus de mal à avancer. Anne Aubert espère trouver des réponses au mémorial de la Shoah. Elle a rendez-vous avec Lior Lalieu, responsable de la photothèque. Vous allez m'expliquer un petit peu qui sont les personnes que vous recherchiez? Alors, la défunte, c'est Arlette. Et donc, ça, c'est sa mère Nelly. Ah, ok. Je suis à la recherche d'une piste qui pourrait me mener à de la famille de la défunte. On va voir si on a quelque chose. Alors apparemment, on a un document qui nous vient de New York. Le document nous dit qu'elle était déportée d'Athènes à Bergen-Belsen le 2 avril 1944. Son nom est lié à d'autres noms. David, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Peut-être qu'il y a un lien de famille, en effet, puisque vous voyez, c'est un centre qui met en relation les familles entre elles. D'accord. Des familles qui se recherchent après-guerre. David Besson, Salonique, convoi 44. Il a été déporté avec... Regardez, c'est les mêmes adresses. Ah, mais elle me dit quelque chose, cette adresse. 4 marché Saint-Honoré. Donc, il a été déporté avec une Besson, Ernesta Nimram. Et ils ont une fille, Huguette. Huguette. On découvre que David a été déporté avec sa femme Ernestine et sa fille Huguette. Ernestine a le même nom de famille que Nelly, la mère d'Arlette. Elles ont forcément un lien de parenté. Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa cousine? Ah, alors attendez. Ah, il y a une photo. Et il y a 2 filles, là, sur cette photo. Il y a une petite fille, là, oui. Il y a une petite fille. Écoutez, cette petite fille, c'est Georgette. Et Georgette, je la connais bien, Georgette. Ah, vous la connaissez, cette petite fille, là? Je la connais, Georgette. C'est fou, ça. Alors, Georgette, c'est la fille de David, d'Ernestine, et elle est venue il y a plus de 20 ans. Ok. Déposée ici. Oui, et elle m'a énormément marquée parce que Georgette est très particulière. Georgette, elle est sourde. Donc là, vous êtes en train de me dire que donc David Benson aurait une fille, Georgette Benson, qui est vivante. Qui est vivante. Alors là, c'est fou, puisqu'effectivement, donc Madame Lalieu connaît Georgette. Et c'est super, puisque ça veut dire que si c'est confirmé, j'ai une cousine qui est vivante. C'est la vitrine de Georgette. Ah, donc elle a sa vitrine. Elle a sa vitrine, elle a son papa, sa maman et sa sœur. Le 5 novembre 1942, la quasi-totalité des Juifs de nationalité grecque habitant Paris est raflée. Parmi les 1060 personnes déportées vers le camp d'Auschwitz, se trouve le père, la mère et la sœur de Georgette. Georgette est l'unique survivante de sa famille. Alors au départ, elle est venue et elle a dit moi je voudrais que ma famille soit là. Et Georgette, elle était tellement poignante, c'était tellement difficile pour elle de raconter que j'ai ouvert une vitrine. Et donc là, il y a une lettre. C'est la maman, Ernestine, qu'on appelle Tina, qui écrit à sa maman, chère maman.
Et elle lui écrit donc « Console-la, tout ce qu'il y a à la maison est pour elle. Soigne-la bien, va la voir, je compte sur toi, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas, notre moral est bon, Huguette, baiser Tina. » On est dans un dossier exceptionnel, face à une personne exceptionnelle finalement. Ça soulève quand même beaucoup d'interrogations. Pourquoi il n'y avait pas de photo de Georgette dans l'appartement d'Arlette? Il y a forcément une rupture quelque part, mais d'où elle vient? Les généalogistes espèrent que l'héritière leur délivrera les clés pour comprendre l'histoire familiale. Mais ce qu'elles vont découvrir dépasse l'entendement. À plus de 6000 km de Paris, Winnipeg, dans l'Ouest canadien. Au cimetière de Brookside, David Mooubi marche sur les traces d'Alexander, le père de Maria, la défunte d'origine ukrainienne. C'est pas ça, on va aller voir plus loin. J'ai l'emplacement d'une tombe avec le porteur du nom de famille que j'aimerais vérifier, sauf que les conditions ne sont pas optimales avec la neige. Pour retrouver le père de Maria, David a entrepris un coûteux voyage au bout du monde. Le généalogiste n'a pas d'autre piste et doit à tout prix retrouver la tombe d'Alexander parmi ces 100 000 stèles recouvertes de neige. Au Canada, dans les allées du cimetière de Winnipeg, Aventurier de l'extrême. David peine toujours à trouver la tombe d'Alexander, le père de Maria, la défunte d'origine ukrainienne. Il fait extrêmement froid, moins 25, donc ce qui ne rend pas les choses les plus faciles pour retrouver une tombe dans un cimetière qui en renferme plus de 100 000. Je ne dois pas être loin, donc je continue. En 1925, Alexander quitte l'Ukraine et débarque au Canada. Il a alors 28 ans. Comme lui, durant l'entre-deux-guerres, 70 000 Ukrainiens voient en ces terres lointaines un Eldorado. Il y a pour quelqu'un dans la force de l'âge un avenir là-bas. C'est l'âge d'or du chemin de fer, la promesse d'avoir un lopin de terre, d'avoir une vie meilleure et de pouvoir fuir la misère qu'ils pouvaient rencontrer dans leur terre d'origine. Voilà le nom. Après plus de 2 heures de recherche dans un froid polaire, Et je crois que c'est bingo. Alexander, né en 1897, c'est mon homme. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que avant son prénom, il y a écrit Father, donc le père. Mais ce qui m'intéresse également, c'est que à côté, il y a Mother. Mother avec un prénom, Dora. Il a eu une deuxième épouse, donc il a bien fait sa vie au Canada. Parfait, super. C'est notre homme. J'avais une branche de la famille connue en France, une branche de la famille en Ukraine, et là, j'ai une troisième branche de la famille au Canada, avec certainement des héritiers. À partir du moment où je vois père et mère sur la tombe, j'ai des héritiers. pour découvrir la composition de la famille canadienne d'Alexander et être enfin fixé sur le nombre final d'héritiers de Maria, David se rend à la bibliothèque municipale, où sont conservées les archives du journal local. Bonjour. Et je suis sur la trace d'un homme qui a émigré à Winnipeg. Il est décédé en mai 1969. Et j'aimerais avoir accès à des faire-part de décès. Début mai 1969. D'accord, du 1er au 10 mai, d'accord. Ouais. Mon but à ce moment-là, c'est d'identifier les descendants d'Alexander. Si je retrouve un descendant en vie, il est héritier de Maria. Voilà, Alexander. Le 4 mai 69, à l'hôpital général de Winnipeg, monsieur Alexander, âgé de 72 ans. Dans ce faire-part de décès qui date de 69, j'ai une espèce de photographie instantanée de la composition de la famille à ce moment-là.
On trouve donc son épouse qui lui survit, mais on a aussi 2 fils, Michael et Edward. On a aussi une fille qui s'appelle Olga, mais aussi 9 petits-enfants. Ok, donc la famille était grande en fait. Maintenant, il faut vraiment que je les trouve eux, ou s'ils sont décédés, leurs enfants. Et là, je ne sais absolument pas ce qu'Alexander a pu raconter à ses enfants sur son passé, ce qu'il a parlé de sa vie d'avant et surtout de sa famille d'avant. Je vais devoir leur apprendre qu'ils sont héritiers d'une sœur ou d'une tante dont sans doute ils n'auront jamais entendu parler. Pour boucler son enquête, le généalogiste doit à tout prix localiser et contacter les héritiers canadiens de Maria, que cet héritage risque de bouleverser. Retracer la généalogie d'une famille, c'est toujours passionnant. Et là, quand c'est mêlé à l'histoire et la grande histoire qui n'est pas belle, il y a forcément une part d'empathie qui a mal pour ces personnes-là. La généalogiste Anne-Laure Constant a confirmé que Georgette, la petite fille retrouvée sur la photo au mémorial de la Shoah, est bien la cousine germaine d'Arlette, la défunte. C'est un entretien à venir très chargé émotionnellement, puisque c'est une héritière qui a survécu à tout ça, qui n'a pas connu la déportation, mais qui l'a subie. Il a perdu ses parents et sa sœur aînée. Et j'imagine qu'à 92 ans, ses souvenirs doivent être toujours bien présents. Bonjour madame, Anne-Laure Constant, généalogiste. Oui, entrez. Merci. C'est un petit peu anxiogène comme rendez-vous. Catherine, la petite fille de Georgette, Ah bah bonjour Georgette, bonjour. Merci. joue les interprètes pour sa grand-mère sourde et muette. J'ai été mandatée par un notaire pour retrouver les héritiers de quelqu'un qui est décédé dans votre famille. Est-ce que le nom de Arlette vous dit quelque chose? Oui. Ah, Oui. j'ai retrouvé les héritiers d'Arlette dont vous faites partie. Voilà le tableau généalogique que j'ai établi. Voici Arlette, que vous connaissez, en effet. Et On vient de dire que c'est sa cousine. c'est vous, d'accord. Oui. Mon papa, ma maman, Votre maman, en effet. ma soeur, Ah, d'accord. ma soeur, Kate. D'accord. Tous morts à ta porte. Ils ont été morts, déportés. La mémoire est vive, très vive. Tout revient et émotionnellement. Elle se souvient très précisément de ses parents et de sa sœur avant qu'ils partent. Vous-même, vous avez connu la déportation? Ma cachette. Non, elle a été cachée Ah, d'accord. Peut-être dans... À la campagne. à la campagne, Ah, mais Grenier. dans un grenier. Peut-être ça. Elle a été cachée pendant 3 ans dans un grenier. En 1942, Georgette a 11 ans. Sourde et muette de naissance, elle est la seule de sa famille à échapper à la déportation, car elle est à l'époque placée dans un institut tenu par des religieuses en région parisienne. Imaginez une petite fille de 11 ans, cachée dans ce grenier. Elle ne peut compter que sur elle-même. Elle espère le retour de ses parents, de sa sœur. Et un jour, elle finit par apprendre qu'ils ne reviendront jamais. Ça donne la chair de poule. C'est terrible comme histoire. dites-moi, cette photo, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? C'est vous? Quand elle était à l'école chez les sœurs, Oui. elle était juive dans cette école catholique et les sœurs ont préféré qu'elle se fasse baptiser. On a Georgette qui nous raconte sa vie qui est terrible. Et je dois lui dire qu'elle est héritière. Donc c'est pas évident d'amener la chose. L'héritage d'Arlette se compose d'un appartement à Paris, son domicile. Un appartement à Paris. On est sur un actif de succession aux alentours d'1 million. Tout valeur 1 million d'euros. Oui. Comme vous êtes l'unique héritière du côté de la mère d'Arlette, vous allez recevoir la moitié de cet héritage. Comme toi. Et l'autre moitié va pour les cousins germains américains de la ligne paternelle de la défunte. On a fait un appartement.
Mon Dieu, jusque-là. L'appartement Paris 17e, rue Ouais. des Dardanelles. Et finalement, on va de surprise en surprise. Je découvre une histoire tragique, au-delà de tout ce que l'on a pu penser jusque-là. À la Libération, Georgette quitte l'Institut en région parisienne. Elle découvre que la famille d'Arlette occupe l'appartement de ses parents. Sa tante, son oncle, Arlette se sont installés, mais l'ont traitée comme une moins que rien. Sa propre famille se serait approprié l'héritage de ses parents. Même le cœur. Les mauvais traitements que Georgette a reçus, c'est juste absolument inimaginable. Ta famille, t'as rien laissé. Ils ont tout pris pour toi. Les bijoux. L'argent. Maman, pourquoi argent? Sa mère avait énormément d'argent et elle n'avait rien. Elle a rien eu du tout. Vous considérez que l'héritage d'Arlette est en réalité en grande partie l'héritage de vos parents. Ma fille. Toi, tu venais d'une famille riche et t'as pas vécu avec ça. T'as travaillé toute ta vie, ouvrière. Ouais. On comprend parfaitement qu'elle veuille récupérer ce qui lui est dû. Après, il y a la loi. Maman. Papa. Cette affaire de compromis et de sensibilité, encore une fois. Dans quelques semaines, Georgette et sa petite-fille découvriront à Paris le très lourd héritage laissé par Arlette. Après des semaines de travail, Clémence s'apprête à clôturer le dossier d'Yvette, dont les ossements ont été retrouvés dans son appartement parisien. On nous informe que Yvette a été formellement identifiée grâce au test ADN et à l'enquête de police. Donc c'est une bonne nouvelle puisque Yvette a retrouvé toute son intégrité. Le temps de l'enquête, Yvette avait été enterrée dans le carré des Indigents, l'ancienne fosse commune du cimetière de Thiers. On propose du coup aux héritiers de venir à Paris. On se rend du coup au cimetière. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bon, c'est un peu étrange de se retrouver ici. Oui. Oui. C'est d'autant plus triste. Oui, il y a de l'émotion. C'est important que les héritiers viennent voir où elle se trouve pour qu'ils voient l'importance en fait de la sortir de là où elle est temporairement. On va aller voir où est sa tombe. C'est ligne 14, tombe 12, et donc à la division 95. Donc là, on est bien à la division 95. Elle est ici. Elle est ici. Et en fait, on voit qu'elle est encore Yvette et X pouvant être. Elle n'est pas... Ah d'accord, oui, d'accord. Depuis, elle a été identifiée formellement. Oui, d'accord. Je vais maintenant mettre les garçons sur la plaque, au-dessus. Au-dessus. C'est le minimum qu'on puisse en faire. C'est minimum, mais c'est déjà beaucoup. On avait de la peine à se projeter, mais là, on voit qu'elle est là. Ça fait bizarre. La retrouver, oui, dans ces conditions, c'est vraiment, je dirais, affreux, quoi. Hein. Maintenant que Yvette a pu être identifiée, quel est votre souhait pour la suite? Je pense que le souhait de nous tous, hein, de toute façon, c'est de transférer son corps, disons, dans un caveau familial, puisque vous l'avez retrouvé. Hein. Qu'elle retrouve ses parents. Grâce à vous, ça redonne un sens quand même à tout ça, parce que elle vous laisse quelque chose, mais vous faites le nécessaire pour qu'elle retrouve les siens. Oui, c'est un réel soulagement pour moi, effectivement, de me dire que Yvette retrouve sa famille. Je suis contente qu'à travers notre métier, on puisse redonner une certaine dignité à Yvette. Il y a une sensation d'un travail accompli. C'est comme si on avait remis les pièces du puzzle au bon endroit. Au Canada, l'enquête de David Mouhoubi pour retrouver les héritiers de Maria, la défunte d'origine ukrainienne, est également sur le point de s'achever. À l'issue de mes recherches aux archives, donc je découvre que 2 des 3 enfants que Alexander a eus avec son épouse au Canada sont décédés, laissant des enfants. Mais que pour la 3e enfant, donc Olga, elle est toujours vivante. Ce matin,
il a rendez-vous avec Olga, 93 ans, pour lui apprendre qu'elle est héritière dans la succession de sa demi-sœur, Maria. Good morning. Bonjour. I'm David. Je suis David, enchanté. Nice to meet you. Quand je rencontre Olga, elle est très entourée. Il y a son fils, sa belle-fille, son petit-fils Adam. Nice to meet you too. Son mari, Walter. David, nice to meet you. Olga. Enchanté. Nice to meet you. Enchanté. So thank you for Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vais tout vous expliquer. OK. Je suis très nerveux. Ce que je vais lui révéler n'est pas quelque chose d'anodin. Je vais lui révéler que son père a eu une famille bien avant sa naissance en Ukraine et surtout qu'elle avait 3 sœurs en Europe. Cela risque d'être un peu surprenant pour vous. Maria est la fille d'un homme qui s'appelle Alexander. Donc Maria est une demi-sœur d'Olga, votre mère. Tu as une demi-sœur. Quel âge a-t-elle? Elle est décédée. Oh non. En fait, votre mère Olga avait 3 sœurs. Une en Ukraine, une en Pologne, qui a émigré en France, et une autre en France. C'est peut-être une surprise pour elle. Je n'en ai jamais rien su, non. Ah, vous n'en saviez rien? Non. Votre père ne vous a jamais rien dit à propos de sa vie en Ukraine? Non. Vous auriez aimé rencontrer vos sœurs? Oh oui. Cela aurait été un honneur. Mais parfois dans la vie, les choses ne se passent pas comme on le veut. Je me souviens que ma mère me disait qu'elle rêvait d'avoir une sœur. Et maintenant, on découvre qu'elle en avait 3. C'est dommage qu'on n'ait pas découvert ça plus tôt. Pour qu'elle en profite, qu'elle les rencontre et qu'elle leur parle. Mais comme elle l'a dit, ainsi va la vie. Je suis très surpris. J'ai fait une interview de ma grand-mère en 2017 au sujet de sa vie. Et elle n'a jamais parlé d'une quelconque famille en Europe. Donc oui, c'est une nouvelle très surprenante pour moi. C'est très excitant. Il y a un mélange de joie d'apprendre quand même l'existence de cette famille, mais surtout peut-être de regret, le regret que j'arrive un peu tard. Bonsoir Maria. Bonsoir. Je suis ici avec Olga, la sœur de Katerina. Grâce à l'intervention du généalogiste, séparés par des milliers de kilomètres, 2 branches d'une même famille qui s'ignoraient se découvrent. Ici, c'est Alexander, avec sa seconde épouse. Ça fait partie vraiment des satisfactions qu'on éprouve dans ce métier, c'est de recréer un lien familial distendu, cassé, à cause, en l'occurrence, de la grande histoire. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai jamais oublié ma langue maternelle. Jamais je ne l'oublierai. Si l'annonce d'un héritage permet à certains de retrouver leurs racines, pour d'autres, elle ravive des souvenirs encore très douloureux. On vous suit. Par là-bas, il y a la cuisine et la chambre. À Paris, entourée de sa fille et de sa petite-fille, Georgette découvre l'appartement de sa cousine germaine Arlette, dont elle hérite pour moitié. Maman. C'est le meuble de sa maman, qu'elle avait chez elle quand elle était petite.
Georgette ne connaît pas cet appartement. Et pourtant, tout de suite, elle reconnaît des choses qui ont appartenu à sa famille. Ah. Allez, c'est de maman. Pense, maman marche en place. À côté. Ma petite. Dans cette visite, la fille et la petite-fille de Georgette ont la concrétisation de tout ce que leur grand-mère et mère, Georgette, pouvaient leur raconter. Donc l'émotion submerge tout le monde à ce moment-là. On a l'impression qu'en fait, on a une petite fille qui rentre dans cet appartement, qui redevient en fait cet enfant à qui on a tout pris finalement. Une nouvelle épreuve attend l'héritière. C'est magnifique. C'est maman. Oui, c'était à sa maman, d'accord. Maman, tout belle. Théâtre. Elle met sa maman porter ça quand elle allait au théâtre. Georgette découvre ce matin les bijoux que sa cousine Arlette conservait dans un coffre à la banque. Je m'appelle maman. Ouais, elle se rappelle que sa mère portait ça. Vous avez vu votre mère les porter? Ah oui. Quand elle portait un bijou, elle disait « ce sera pour toi plus tard, quand tu seras plus grand ». Elle était très coquette, sa mère. Mais moins elle que sa mère. Donc j'imagine très bien cette maman qui s'habillait devant sa petite fille et qui lui dira « bah ça ce sera pour toi ». Et on s'en souvient quand on est petite, puisque moi-même je me souviens, hein, je regardais ma mère mettre ses bijoux. Je crois que c'est universel finalement et on les connaît, les bijoux de sa maman. C'est triste. Elle doit les récupérer pour moi. Il faut, pas maintenant, mais plus tard, tu récupères les bijoux de ta maman. Ça, c'est vraiment... Elle a dit le reste, elle s'en fiche. Donc la prochaine étape, je reviens vers vous après avoir discuté avec vos co-héritiers. On va tout faire pour vous restituer au moins ces bijoux-là. Une forme de réparation de famille. Ouais. Les co-héritiers de Georgette accepteront-ils de lui remettre les bijoux de famille dont elle a été privée toute sa vie? Dans le prochain épisode, un nouveau dossier conduira Marine et David à l'autre bout du monde. Donc voilà le livre d'or. On est d'accord, c'est 4 kilos d'or. Sur la trace des héritiers de l'empereur du Vietnam. La première génération est là. Ce sont les miennes, puis Hong. Puis c'est une quête d'un tout autre genre qui commencera pour Julien et Jérôme. Et il a énormément d'enfants. C'est incroyable. Ils devront retrouver les héritiers de Marie-Rose, décédés seuls, mais dont la très grande famille va leur faire de surprenantes révélations. Mais attendez, juste, j'ai pas très bien compris. Votre sœur, elle aurait eu des enfants? Oui, elle avait une fille, oui. Bonjour Georgette, vous allez bien? Enfin, 80 ans après l'extermination de toute sa famille à Auschwitz, Georgette vivra un moment riche en émotions. Tu me fais pleurer. Rendez-vous pour de nouvelles aventures sur la trace des héritiers inconnus.